sommes dans le Berry, au centre de la France. Une région traversée par la route Jacques-Cœur, la toute première route touristique de France, créée en 1954 pour faire découvrir le patrimoine du Cher. Sur 180 km, du nord au sud, la route fait escale au cœur du pays sancerrois et sur les rives préservées de la Loire. Notre première étape, Bourges, une ville au riche passé historique. Chef-d'œuvre de la ville, le palais Jacques-Cœur, l'un des plus somptueux édifices de l'architecture du XVe siècle. C'est un amoureux de l'endroit qui nous en ouvre les portes. Voilà, bienvenue chez Jacques-Cœur, grand argentier du roi Charles VII. On va pouvoir découvrir la magnificence de sa grande maison. Georges Buisson fut pendant 10 ans administrateur du lieu. Il en connaît toute l'histoire. Jacques-Cœur est un personnage tout à fait important au fait de sa gloire et qui va inscrire cette position sociale par la construction de sa grande maison. Jacques-Cœur est un richissime marchand de la ville qui croise en 1435 le destin de Charles VII. Le roi, chassé par les Anglais, s'est exilé à Bourges, qui devient alors la capitale de la France. Il a besoin d'argent pour reconquérir le royaume, et c'est Jacques-Cœur qui devient son trésorier, le grand argentier du roi. Anobli, Jacques-Cœur fait de son palais une vitrine qui exprime la puissance du financier et de l'homme d'État qu'il est devenu. Tout dans cette maison surprend. Des cheminées dans toutes les pièces pour le confort. Et dans le salon d'apparat, de grandes fenêtres inspirées des palais italiens. La pénétration de la lumière, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. À cette époque, quand on était dans des lieux qui n'étaient pas ouverts sur l'extérieur, il fallait sans arrêt avoir des candélabres, des torches pour vivre. Et là, subitement, on pouvait vivre toute la journée, je dirais, débarrassé de cela, avec cette magnifique présence de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose, on n'imagine pas aujourd'hui à quel point cet aspect-là était révolutionnaire dans la manière de vivre. Donc voilà, on est dans une des galeries hautes du monument, avec ce plafond à coque de bateau renversée, à ogive. Et donc on avait ce magnifique cintrage, justement, des voûtes. Et ces lieux qui n'avaient pas une destination précise, si ce n'est celui de la déambulation, c'était une manière comme ça de se montrer, quoi. C'était une manière de se mettre en scène. Les décors témoignent de l'histoire d'un homme qui a bâti sa fortune sur le commerce avec l'Orient. De ses voyages, Jacques-Cœur rapporte des innovations qui font de sa demeure un lieu d'avant-garde. Dans les nouveautés qu'il ramène de son voyage en Orient, il y en a une tout à fait étonnante, qui est cette étuve qui sert à faire en fait les bains vapeur, le hammam, tel qu'on pouvait le connaître en Orient. Alors, avec ces fours, on chauffait à blanc la pièce voisine, les dalles en porphyre, on mettait de l'eau dans ce bassin. L'eau froide tombait sur les dalles de porphyre chauffées à blanc, ça provoquait la vapeur et le surplus d'eau retombait ici. Et au-delà de cette pièce, un vestiaire qui permettait aux gens de se reposer, de se déshabiller, de se rhabiller. Et là, on est vraiment dans une conception tout à fait moderne en termes d'hygiène, parce que c'était quelque chose qu'on ne connaissait vraiment pas beaucoup. Il y avait cette volonté du confort et de quelque chose, évidemment, pour l'époque, totalement inimaginable. Dans ce palais, Jacques-Cœur invente un nouvel art de vivre. Pourtant, il n'y vivra jamais. Devenu trop puissant, il fait de l'ombre au roi, qui décide de le faire emprisonner.
Donc là, on est dans l'escalier d'honneur, qui aurait dû continuer pour desservir les portes que nous voyons là-haut. Et donc, c'est le plus beau symbole d'un destin arrêté. On voit que Jacques Coeur n'a jamais terminé son rêve, comme il n'a jamais terminé son escalier. Jacques Coeur finit par fuir la France. Il meurt en croisade en 1456. À quelques centaines de mètres, l'autre chef-d'œuvre de la ville, c'est la cathédrale Saint-Étienne. Construit entre le XIIe et le XIIIe siècle, ce majestueux vaisseau de pierre est actuellement en restauration. Sur le fronton de la cathédrale, le tympan vient à peine d'être terminé. Cette splendeur du gothique flamboyant représente un tableau grandiose du jugement dernier. À l'intérieur, la cathédrale Saint-Étienne révèle une étonnante pureté. Son dessin d'un seul tenant n'est pas en croix comme les églises traditionnelles. C'est la plus large et l'une des plus grandes cathédrales gothiques de France. Les maîtres d'art du Moyen-Âge y ont fait entrer la lumière par des vitraux parmi les plus beaux du monde. Comme dans la chapelle Jacques Coeur et sa verrière de l'Annonciation, où les drapés et les visages sont inspirés des peintres flamands. Georges Buisson retrouve Jean-Pierre Blain devant un objet unique, la plus ancienne horloge astronomique de France. C'est un objet assez extraordinaire, oui, c'est une horloge astronomique et donc qui a été construite en 1424. On a les textes. Elle marque à la fois les jours, c'est le cadran que vous avez à l'extérieur avec ses chiffres gothiques. Vous avez les jours lunaires aussi. C'est le cadran noir qui se trouve en dessous avec les chiffres en jaune. Et sur ce cadran lunaire, vous avez les phases de la Lune. Vous voyez que vous avez un rond noir avec un croissant qui apparaît en haut. Et donc ça, ce sont les lunaisons. Elle est vivante, en fait. Oui. On l'entend effectivement. C'était une prouesse technologique étonnante à l'époque. Et je pense que ça devait être une rareté qui était placée, évidemment, ici, comme symbole, justement, de la modernité. Un peu insolite, en même temps. Il y a de l'insolite de mettre une horloge comme ça au centre. Mais en même temps, bon, c'est pas étonnant, parce que d'ici partait quand même à l'époque, toute l'organisation du monde. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait ce symbole-là de l'organisation du temps, qui présidait cette organisation du monde. Donc vraiment une rencontre là, tout à fait extraordinaire. Voilà. Nous poursuivons notre voyage sur la route Jacques Coeur à la découverte d'un tout autre patrimoine. Nous avons rendez-vous avec un amoureux des traditions paysannes qui a sauvé de la disparition un animal emblématique de la région. L'âne du Berry. C'est un sauvetage que l'on doit à Mick Bodiment. Il y a 15 ans, il a créé ce grand concours pour que la race soit reconnue. Les animaux présentés de main de maître par les éleveurs passionnés par leur race. C'est à toi, Thierry. Hop là. Hey, c'est Brulette. Ah, c'est Brulette. Mick connaît tous les éleveurs. À chaque fois, il découvre les jeunes de l'année. À la bas du sang. À la bas du sang, la Brulette. Ça y est, je la lâche. Si on a aujourd'hui une manifestation dans un cadre extrêmement, je disais, luxueux, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Brulette. C'est grâce à toi. Berrichon de naissance, Mick a grandi entouré de ses ânes. Dans sa famille, on était marchand d'ânes, de père en fils, un héritage qui lui a donné envie de défendre cet animal. Avec Philippe Hubert, le président du concours, Mick va rejoindre son ami Michel Mercier, l'un des meilleurs éleveurs de la région. Donc là, tu nous présentes, là. Alors, je vous présente Opaline Dubreuil. Pour que la race soit reconnue, il a fallu définir des caractéristiques physiques rigoureuses. Et ça commence évidemment par les oreilles. On oublie souvent ses oreilles.
Ces oreilles qui ont 3 fonctions. Écoutez, donner des indications au reste du troupeau. Quand elle a les oreilles comme ça, par exemple, c'est qu'elle est en colère. Et le petit ânon, tout de suite après sa naissance, il connaît ces codes-là. Et puis aussi, c'est important, c'est un animal qui vient des pays où il faisait très chaud. Et il y a plein de petites veines qui circulent là et qui rafraîchissent son cerveau. C'est pour ça que ce sont des animaux très intelligents. Celle-ci a une très belle tête grand noir avec ce tour de l'œil. On a ce qu'on appelle les lunettes de l'âne grand noir du Berry. Alors, c'est avec ce petit liseré renard. Et puis, donc je parlais de la robe. La robe, c'est la couleur de poil. Cette couleur de poil plutôt baie brun foncé. Et puis surtout ce ventre blanc, très caractéristique dans la race grand noir du Berry. Celle-ci a en plus un bon poil. Donc, ce qui signifie quand même que l'éleveur s'en occupe bien. Et je ne le dis pas parce que Michel est là, mais on voit bien, quand on la caresse, c'est un poil agréable à caresser. Ça veut dire qu'elle a de bons tissus. Il a toutes ses chances, elle aussi. Il a de bonnes chances, mais je ne peux pas dire exactement quel sera le classement. Il ne faut pas présager de la... Il n'aura pas de chance s'il ne s'en va pas tourner avec les copains. Voilà. Non, mais je vais y aller. Voilà, allez. Bonne route, Michel. Bon, merci. On va voir, on attend. Il a même ciré les sabots. Avec Opaline et son petit, Michel part défendre les chances de son élevage parmi une 50aine d'éleveurs. Opaline, l'ânesse de Michel, concourt dans la catégorie des femelles de moins de 3 ans. Un peu plus loin, le dressage, avec des épreuves où on teste les réactions de l'animal. Premier prix dans cette catégorie. Fin d'après-midi, c'est l'heure du verdict. Et c'est Michel qui remporte le plus de récompenses. Pirouette du Breuil à Monsieur Mercier. C'est gentil, merci Pierre. Merci, c'est gentil. Vous allez bientôt plus avoir un Je suis là pour l'aider. Merci bien. Bravo. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Voilà, oui, de plusieurs années. Et, journellement, beaucoup de temps passé avec les amis. Direction le département de l'Indre, où nous allons découvrir l'élevage de Michel. On va aller voir les ânesses là-bas dans le champ, avec les petits. Depuis 20 ans, Mick se bat aux côtés des éleveurs pour le retour de l'âne grand noir dans la campagne du Berry. Ça répond au doigt. Véritable paradis pour l'âne, la ferme de Michel est l'un des plus importants lieux d'élevage de la région. Il en a élevé plus de 300. Voilà, allez ma grande. Tiens, C'est pas tous les jours que tu auras Voilà. deux gars pour te... voilà, oui, tu vois, c'est... Aujourd'hui, 1200 ânes vivent dans le Berry, Moi, j'en ai une. mais il y a quelques années encore, la race était au bord de l'extinction. Ma pirouette, elle est mignonne, ma pirouette. Dans quelques années, nos enfants, on aurait pu leur parler de l'âne grand noir du Berry. Et puis le visiter dans un muséum, empaillé dans un muséum. En plus. Alors que là, maintenant, on a vraiment, disons, l'âne comme voilà 100 ans. Mais en plus, étant berrichon, je me vois pas avoir un âne de Provence ou un âne de Normand. Alors bon, c'est pour ça que c'est le Berry. Hein? Une belle histoire d'amour avec de beaux animaux, c'est bien. Mais Michel et Mick ont pour eux des projets d'avenir. Les deux amis repartent sur la route Jacques-Cœur, direction le Quincy, où chevaux et mulets font leur retour dans les vignobles.
Ils sont attendus par Jean-Jacques Smith, qui va former Michel à dresser ses bêtes au travail. Reste là. Jean-Jacques est l'un des rares vignerons de la région qui cultive la vigne avec ses ânes. Alors, on regarde un peu comment c'est que tu fais déjà. Allez, Coquette, marchez. Allez, allez, allez. Et c'est avec Coquette, une ânesse déjà dressée, qu'il montre l'exemple. Regarde là, oui. Allez. Donc là, comme ça, ça coupe l'herbe, ça désherbe. Voilà, ça coupe les racines. Au pied des racines, Ça coupe au pied des les serres. mauvaises herbes. Allez, c'est bien. Allez. Le seul souci, là, quand on travaille du sol, c'est de ne pas arracher les pieds. Voilà. Allez. Jean-Jacques, soucieux de la qualité de ses sols, mise sur le travail avec ses ânes pour valoriser son terroir. Ah, ça fait du bon travail, hein. Allez. Ah, allez. Voilà. C'est une solution intéressante pour pouvoir justement préserver la qualité des sols parce que 4 sabots d'âne, c'est très peu en surface et donc il n'y a pas de problème de tassement de sol par rapport à un tracteur, par exemple. Allez, Coquette, marchez. Allez, 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 allez. C'est pas du tout passéiste. Ben non, c'est pas passéiste. Je crois que le matériel, aujourd'hui, on en trouve de fabrication récente. Et puis ça permet aussi de mettre en valeur nos vins. Parce que les vignobles français sont basés sur les terroirs. On essaye de les mettre en valeur et de sauvegarder justement le terroir. Vas-y. Allez. Voilà. On a bien constaté, et ça, c'est, je crois bien, au début, c'était la Romanée Conti, donc pas une des plus petites vignes, qui a compris que, en travaillant de cette façon, chez eux avec des chevaux, on avait un meilleur sol, qui permettait un meilleur C, qui donnait des meilleurs raisins, et la qualité du raisin, c'est la qualité du vin. Donc au bout de la course, c'est la qualité du vin qui se retrouve dans ces pratiques. Allez, viens, mon trio. Allez, viens. On va essayer de travailler. Du cours à la pratique, c'est maintenant au tour de Michel avec son âne Utrio. On va tout milieu, c'est pas grave. Au pas. Doucement, mon doucement. Allez, 2 ou 3 séances seront nécessaires, au maître comme à l'animal, pour se former à cette pratique ancestrale remise au goût du jour. Oui, il est volontaire, hein. Oh, là. Oh, là. Non? Putain, je vais te laisser faire. Alors, ben, j'ai peur, hein. C'est la première fois que... Non, mais il a bien, c'est pas mal, il a bien réagi. Hein. Ouais. Il avait jamais fait ça de sa vie. Ah ben, c'est la première fois, hein. On va regarder s'il tombe tout seul. C'est une Trio bonne à droite. C'est une bonne perspective pour vous. À droite, Eh ben, disons oui, parce que à droite, à droite, à droite. je m'attendais pas qu'il À marche droite. aussi bien, disons. Ça fait rien. Oh là. Allez, là. Allez, viens. L'utilité de l'animal, que ce soit à la vigne ou ailleurs, c'est la préservation de la race. Parce qu'on ne peut pas avoir une race sans rien. On ne peut pas produire des ânes dans le vide. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est d'avoir une ouverture, une perspective, à la fois pour les ânes, pour la race, et aussi, comme on le voit, pour les vignerons qui voudraient l'utiliser de façon intéressante pour la qualité du vin. Nouvelle étape sur la route Jacques Coeur. Ce matin, Mick rejoint un groupe d'amis qui, comme lui, aident à la conservation des savoir-faire qui ont marqué le paysage du Berry.
Ces vieilles granges du Moyen-Âge sont typiques de la région. Elles sont restaurées depuis 15 ans par un groupe de passionnés. D'abord, j'habite dans le coin. J'ai eu ça tous les yeux. J'ai connu les gens qui habitaient là avant. Et on a vécu des moments sympathiques. Et c'est vraiment un des rares exemples d'architecture rurale qui soit complètement conservé dans son jus. Et là, ça allait tomber en ruine. Donc moi, j'ai eu un métier dans le bâtiment, j'ai fait des restaurations. Donc je trouve que de restaurer ce bâtiment-là, c'est béni, quoi. Ici, personne n'est professionnel. Ils ont appris ensemble à fabriquer le torchis, le matériau utilisé depuis toujours pour construire ces maisons. Vous avez appris comment à faire ça, Madeleine? Pour des chantiers, ici à la Gravière. Vous ne saviez pas du tout faire avant? On a un de chez nous qui a fait un stage et qui après a transmis son savoir. Alors là, on taille les éclisses dans du châtaignier. On fait ce qu'on appelle une quenouille. C'est-à-dire qu'avec du foin et de la terre, on enrobe l'éclisse. La terre légèrement glaiseuse, parce que c'est pas contrairement de l'argile pure. Hein. C'est la terre un peu glaiseuse qu'on mélange avec un peu de sable pour que ça soit plus souple. C'est une très vieille technique. Ça, on faisait ça. Je crois que l'homme de Néandertal pouvait faire du torchis. Ben, Néandertal, c'était dans le coin. C'était dans le temps. Ça. On a fait du torchis dans les années 50 encore. C'est vraiment très fort, parce qu'on plonge dans nos racines. C'est comme les gens, ils travaillaient avec du foin, ils travaillaient avec de la terre, ils travaillaient avec ce qu'ils avaient. Hein, ils avaient appris à se débrouiller avec leur environnement. Et ça, c'est très fort. Je vais chercher le numéro. Le groupe a déjà remis les 3/4 du corps de bâtiment sur pied. Aujourd'hui, il s'attaque à la partie arrière de la grange. Ce qui nous intéresse, c'est de refaire à l'identique les parties de torchis qui avaient été faites par nos arrière-grands-pères. Ces torchis qui sont au-dessus, ils ont 250 ans. Peut-être plus même. Ils se tiennent encore. Pousse le pied, pousse en bas, pousse en bas. Vas-y, vas-y. Voilà. Impeccable. Oui, mais là... C'était faisable par des gens qui n'avaient aucune compétence. Et ça continue. J'espère qu'en architecture, tu vas développer localement ces techniques qui coûtent rien. Ce qui nous motive, c'est le patrimoine. Un ensemble aussi beau au niveau de l'architecture et qui est un témoin de notre petit peuple rural. Je trouve que ça vaut le coup de le garder debout. Quoi. Certaines pratiques d'élevage sont encore bien vivantes dans le Berry, comme celle du mérinos, élevé ici au XVIIIe siècle pour la qualité exceptionnelle de sa laine. Dans cette ferme, l'élevage avait disparu depuis 2 siècles. Il a été relancé par Emmanuel et Marie de la Merville. Aujourd'hui, le couple se prépare pour aller chercher leur troupeau à 1 kilomètre de là. On va distribuer les bâtons. Pas les coups. Pas les coups de bâton. Voilà. Chaque année, Mick et Jean-Paul Thévenin, un naturaliste de la région, les accompagnent pour rassembler les moutons. Viens, petit, viens, viens, viens. Viens, petit, viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Les moutons pèsent sur cette terre depuis 2 siècles. Et c'est grâce à eux qu'un patrimoine unique en France est préservé. Ce causse de 200 hectares où pousse une incroyable variété de plantes. Par exemple, cette espèce-là, qui ici pousse relativement en abondance
mais qui n'est connu que dans ou 3 stations en région centre. C'est le stipe penné ou encore cheveux d'ange. Et lorsque, comme aujourd'hui, il y a du vent, eh bien, ce plumet permet la dispersion de la graine et donc la dispersion de la plante. Par son action de pâturage sur la végétation, donc le mouton empêche le développement des arbres, des arbustes, et donc il maintient un milieu qu'on qualifie d'ouvert, qui permet à un certain cortège de plantes de pouvoir se développer et se maintenir ici depuis des siècles. On passe derrière. Emmanuel a repris la ferme de son grand-père depuis 5 ans seulement. Il n'était pas du métier. Alors, il répète ce qu'il a connu dans son enfance, avec une petite touche personnelle. Je ne sais pas si cette façon de les appeler venait de lui, mais en tout cas, c'est propre à mon grand-père et à mon père. On fait comme ça maintenant. On les appelle comme ça. Viens, petit, viens, viens. T'as du bruit pour ça? Quand ça marche bien, oui. Le problème, c'est que ça ne suit pas toujours très bien. Mais quand ça marche bien, oui. Emmanuel n'a pas toujours vécu ici. Après 30 ans passés à Paris, il n'avait pas imaginé se reconvertir un jour en éleveur de bétail. Au départ, vous étiez architecte? Oui, mais j'avais toujours vécu ici. Parce que quand on venait en vacances ici, c'était toujours pour trimballer. Enfin, on n'en profitait pas en profiter pour nous faire trimballer des moutons, forcément. C'est tellement gourmand en main-d'œuvre. C'est bien qu'on a pris l'habitude de manier des animaux. C'est pour ça qu'on sait à peu près leurs réactions. On voit quand ils vont aller à droite, à gauche, on devine un petit peu à l'avance. Enfin, moi, mes frères aussi, mais plus moi que les autres, sûrement. Vous êtes agriculteur? Ben oui, je suis agriculteur. Je suis devenu. Par la force des choses? Un peu par la force des choses, exactement. Pourquoi? À cause toujours de ces histoires pour pouvoir rester maître chez soi, quoi, parce que j'aimais cette maison, parce que je n'avais pas envie qu'elle parte entre les mains d'un fermier qui aurait fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être un bon agriculteur, mais qui aurait peut-être moins respecté l'histoire ou les traces de l'histoire. Voilà. De son côté, Marie tenait une galerie d'art. Elle aussi a dû s'adapter à son nouveau métier. Quand je voyais les films de cow-boys, que j'étais petite, que j'entendais les hommes qui disaient « Ya, ya », je trouvais que c'était ridicule. Et maintenant, je fais le cow-boy. Un peu. On va aller passer les mercredis, on va faire de l'autre côté. Mission accomplie. 100 moutons nous avons. Dedans la bergerie. Ferme la porte, s'il te plaît. C'est aussi pour préserver ce bâtiment exceptionnel, inscrit au monument historique, que le couple a choisi de changer de vie. Allez, allez, c'est le dîner. La ferme est restée dans son état d'origine. Elle est dans son jus, pour au moins la bergerie. Ensuite, c'est une bergerie donc en vieux matériaux. Elle est donc toujours fraîche en été et chaude en hiver. Ce qui est quand même aussi quelque chose d'extrêmement important pour l'élevage. Tout à côté, la gentilhommière, où vivait déjà l'ancêtre d'Emmanuel. Jean-Marie Heurtaud de Lamerville fut le tout premier propriétaire au XVIIIe siècle. Agronome, politicien, il est le seul député de la noblesse à vouloir abolir les titres aristocratiques pendant la Révolution.
Puis il se retire ici pour développer l'élevage du mérinos, cette race de moutons importée d'Espagne par Louis XVI pour la qualité exceptionnelle de sa toison. 3 siècles plus tard, sa laine est à nouveau exploitée à la ferme. D'un côté, les tondeurs, de l'autre, Nadine, une spécialiste qui récupère les toisons avec Marie pour lui apprendre à valoriser sa laine. Tout ça, c'est des choses qu'il faut enlever. Alors, on est un petit peu maladroit au départ, mais j'apprends, hein. On enlève la peinture. Celle-là qui a moins d'épaisseur. Oui, celle-ci, c'est du crayon, donc on va l'enlever aussi, on le mettra dans les bordures. On est en train de trier les toisons avec Nadine, qui nous apprend, parce qu'en fait, on ne savait pas tellement bien faire ça, parce que jusqu'à maintenant, la laine n'était pas tellement valorisée. Alors hop, on la mettait dans le sac directement. Passionnée par cette matière noble, Nadine en connaît tous les secrets. Voilà, c'est la particularité de la laine de mérinos, c'est qu'elle est très très fine. On a une finesse exceptionnelle liée au diamètre moyen des fibres. Et avec 1 kilo de cette laine-là, on peut obtenir jusqu'à 30 km de fil. Voilà. Continuer l'élevage des mérinos pour la laine, apprendre les gestes ancestraux du lainier, c'est le pari que relève Marie. Un pari d'autant plus difficile que la filière française disparaît, concurrencée notamment par l'Australie et la Chine. Bon, c'est bien. C'est une belle matière, la laine, donc c'est quand même dommage de mal l'utiliser. Et je pense que l'avenir dira qu'on avait raison, mais pour le moment, on a l'air un peu passéiste, mais je suis sûre que dans quelques temps, on va découvrir qu'il faut faire ça. Dernière étape sur la route Jacques-Cœur, le château d'Ainay-le-Vieil. Il appartient à la même famille depuis 500 ans. Bâti au XIVe siècle et remanié à la Renaissance, le château a accueilli quelques personnages célèbres de l'histoire de France. Le salon rend hommage à un ancêtre illustre de la famille, Colbert, ministre de Louis XIV. Et c'est ici qu'on découvre cette cheminée monumentale, l'une des plus belles du Val-de-Loire. Elle porte les armes de la reine Anne de Bretagne et de Louis XII qui ont séjourné au château. Le château doit aussi sa réputation à son parc, classé jardin remarquable. Ces enclos en enfilade, qu'on appelle des chartreuses, témoignent du savoir-faire des jardiniers depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle. C'est grâce au talent d'une passionnée que ces chartreuses ont été conservées. Les chartreuses sont une structure architecturale qui est assez rare en France. Et nous avons ici une série de 5 chartreuses qui sont des salles, fermées sur 3 côtés et à ciel ouvert, qui étaient utilisées pour créer des microclimats qui permettaient la production de fruitiers sur des périodes beaucoup plus longues. Marisol a planté ici un verger d'une centaine d'arbres fruitiers taillés en pyramide ou en palmettes. Des formes inspirées du savoir-faire de la Quintigny, le créateur du potager du roi à Versailles. Pour satisfaire Louis XIV, grand amateur de fruits, la Quintigny a inventé une technique de taille. L'arbre est maintenu petit et les branches sont élaguées pour que la sève profite surtout aux fruits. Alors, ça, c'est un double cordon de poirier qui est en pleine production de fruits. À partir du tronc central que l'on a arrêté à une certaine taille, on a gardé 2 branches qu'on a étalées de chaque côté. On va commencer par enlever uniquement les fruits pour voir si la branche se remet. Avec Pascal, le jardinier,
Marisol perpétue la pratique de la taille à l'ancienne. Vous voyez la forme de chaque roue qui part de la couronne, comme des vraies roues de charrette. Ça, c'est d'inspiration quelle fois? Alors ça, c'est très ancien comme forme d'inspiration. Moi, je ne l'ai jamais vu en France. Par contre, peut-être que dans des documents du Moyen-Âge et de la Renaissance, vous trouveriez ce genre de choses. Des parterres de broderie qui évoquent les jardins à la française du XVIIe siècle. Plus de 150 essences. Ces jardins sont ouverts au public selon la volonté de la famille, qui est à l'origine de la route Jacques-Cœur. Chaque été, elle organise même un festival de musique classique. L'occasion de voir le château illuminé comme autrefois. Que la lumière soit. C'est une autre route que nous prenons à présent. Une route de légende, symbole de vacances, d'insouciance, de soleil et de Côte d'Azur. La Nationale 7 traverse la France du nord au sud et parcourt 15 départements et 180 communes, dont Paris, Nevers, Lyon, Valence, Orange et à la fin du voyage, Menton. 1000 km jusqu'à la frontière italienne. On l'empruntait déjà du temps des Romains, mais c'est grâce à Bonaparte qu'elle s'appelle Nationale 7. Elle déroule son bitume sur quelques-uns des plus beaux paysages français, du château de Fontainebleau à la Méditerranée. Elle passe par le pont-canal de Briare, dans le Loiret. Elle contourne l'Arc de Triomphe d'Orange, dans le Vaucluse. Elle permet de découvrir le pont d'Avignon avant d'arriver à la mer. Aujourd'hui, grignoté par l'autoroute et les déviations, il est compliqué de retrouver le tracé historique de la Nationale 7. Alors, pour que la route mythique ne disparaisse pas, des passionnés la font revivre. Thierry Dubois, dessinateur de bande dessinée, la sillonne depuis des années. Tout le monde connaît la chanson de Charles Trenet, Nationale 7, qui est sortie en 1955. Route du Soleil, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence, route des vacances. Et j'ai voulu me rendre compte de ce que c'était. Donc je l'ai pris une fois dans les années 80. Et puis j'ai commencé à me documenter sur son histoire. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'étudier de façon plus profonde, à m'arrêter, à rencontrer les gens sur le bord, à prendre des photos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient encore présentes dans les années 80-90 qui ont disparu aujourd'hui. Et si elles disparaissent, c'est le cours des choses. Mais l'important, c'est maintenant d'en garder un témoignage. Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. En 1955, Charles Trenet immortalise la route des vacances. Ce sont les 30 Glorieuses. Le niveau de vie des Français s'élève. Depuis ce matin, par la Nationale 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le Midi. C'est avec Thierry que nous allons traverser la France sur la Nationale 7 jusqu'à Menton. Nous arrivons à 200 km de Paris, sur les bords de Loire.
La Nationale 7 dévoile ici le charme des petites villes de la Nièvre, comme la Charité-sur-Loire. Un des objectifs de Thierry, recenser les vieux garages à l'abandon sur cette portion de la route. Il prend en photo ces édifices qui sont les témoins de l'intense activité passée de la Nationale. Vous savez, dans les années 30, les garages étaient surmontés d'une flèche ou à la manière d'un phare pour attirer les automobilistes. Bon, il y a toute une architecture art déco qui aujourd'hui, pour la plupart, a disparu. Et il est important de sensibiliser les gens à garder ce patrimoine. Thierry va régulièrement à la rencontre de ceux qui préservent l'héritage de la Nationale 7. Nous continuons jusqu'à Pouilly-sur-Loire, où nous découvrons les 200 bornes. Cette station-service est devenue mythique pour son décor années 60, mais surtout parce que c'est la toute dernière en activité sur la Nationale qui assure encore aux clients essence, hôtels et restaurants. Thierry s'y arrête à chaque voyage, c'est un rituel. J'imagine que vous adorez venir ici. Ah il faut, oui. Déjà, j'adore parce que c'est sympa et puis bon, on s'y arrête toujours avec plaisir. Je suis. Ce qui est sympa ici, c'est qu'il n'y a pas que les pompes qui sont d'époque, c'est vraiment tout l'établissement qui est resté tel quel. Ça date d'une époque où on voulait faire vraiment de la route à l'américaine, avec des endroits pour s'arrêter, où on pouvait faire le plein, entretenir sa voiture, dormir, manger. Ça n'a pas bougé maintenant. Ce relais Les 200 bornes est aujourd'hui un lieu de pèlerinage dirigé par Michel et René Walter. Dans les 404, la DS et puis la 403. Conscient de ce patrimoine unique, le couple a racheté la station-service avec la ferme intention de la maintenir dans son ambiance d'origine. Écoutez, je vais vous montrer donc ces fameuses pompes qu'on a remis en place. Hein. C'est posé là. Il manque l'électricité et puis les cuves, mais ça c'est simplement pour la décoration. Hein. Et donc on les a remis en peinture, tous les mêmes, pour essayer de faire un ensemble, avec en haut les lampadaires qu'on a remis aux couleurs des 200 bornes pour faire aussi encore plus authentique. Et on est allé à Charolles récupérer une pompe à huile qui est là. Ici, on en a récupéré 2, dont une qu'on a offert à un ami. Et puis, donc vous remarquerez ici, le nom est poinçonné par l'État, réservé pour le mesurage de l'huile, parce qu'à l'époque, il faut voir que c'est pas comme aujourd'hui. Une voiture, on faisait la vidange beaucoup plus souvent. Thierry s'engage pour faire connaître le patrimoine de la Nationale 7. Il organise régulièrement aux 200 bornes des événements pour des amateurs d'autos anciennes. Aujourd'hui, c'est à la rencontre d'un collectionneur unique en son genre qu'il les a conviés. Richard, c'est un copain, c'est quelqu'un qu'on surnomme souvent le pompiste, parce que c'est un doudingue, je dis, mais c'est quelqu'un qui, depuis des années, rassemble tout ce qui se rapporte aux vieux garages, aux vieilles stations-service. Il a créé un univers complètement fou, puis qui ravit les amateurs et tous les collectionneurs, quoi. Son camion est une véritable vitrine des principales marques de l'industrie automobile du XXe siècle. Des objets découverts dans les vieux garages de la route. Son destin et celui de Thierry ne pouvaient que se croiser. Quelqu'un qui parle de ma nationale, c'est la mienne, la Nationale 7, forcément. Enfin, c'est la nôtre quand on habite dans la Nièvre. C'est notre, je me plais à dire, c'est la colonne vertébrale de la Nièvre. Et de la France. Hein. Et de la France aussi, ouais. Tu peux y aller. Et donc, forcément, on pouvait que sympathiser. Par nostalgie et passion, Richard fait revivre l'ambiance des stations-service de l'époque. Il y a de très belles choses. Alors, soyez les bienvenus donc chez Richard le pompiste. Le plus important, c'est de savoir qu'on est en 1960. Je vais aller vous chercher un objet, ça m'étonnerait que vous vous en rappeliez pas. Je l'ai là tout près. Chez SE, il y avait la goutte d'huile.
La goutte d'huile, les bonhommes. Et la fameuse queue de tigre La Esso. queue de tigre. La queue du tigre. Les porte-clés, je les ai toujours. À quel endroit on accrochait la queue du tigre dans la voiture? Eh bien, au rétroviseur. Et voilà, tout le monde le dit. Plonger dans l'univers de Richard, c'est un retour en enfance assuré pour tous ceux qui ont fait la Nationale 7 dans les années 60. Pour moi, ma Madeleine de Proust, là-dedans, c'est ça, c'est ce petit bateau-là. Parce que ce petit bateau, de ma génération, il fallait vraiment faire beaucoup de plein chez Fina pour l'avoir. Et il était d'autant plus sérieux qu'il avait un moteur. Ah ouais. Un moteur gonflable, ça. Mais bon, c'était quand même un moteur, c'est comme un vrai, là. Et ça, c'était vraiment le rêve des enfants de ma génération. Parce qu'une bouée, ça devait être 3-4 pleins. Mais là, il fallait tabler dans les 15 pleins, quoi, pour l'avoir. Et t'avais même le tableau de bord. Ouais, non, mais attends, c'était un vrai bateau de course, tu vois, avec moteur, tableau de bord, tout, là. Ça, c'était vraiment le rêve. Nous retrouverons Thierry un peu plus au sud pour une nouvelle étape. En attendant, nous sommes en Auvergne pour rencontrer un autre passionné qui préserve, lui aussi, la mémoire de la route mythique. Philippe Berry est fan de camping et de caravane à l'ancienne. Toute l'année, il sillonne les routes de sa région à la recherche de la perle rare. Car Philippe collectionne les caravanes anciennes et sa ferme est devenue un petit musée de la maison roulante. Ici, caravanes et roulottes ont plus de 40 ans. Et chacune a sa petite histoire. Je peux vous parler, par exemple, de cette caravane-là qui était fabriquée à Clermont. C'est-à-dire que cette caravane est en inox et était fabriquée dans les années 60, puisqu'elle est de 64. C'est une caravane qui a été maintenue dans son, comme on dit, dans son jus d'origine. C'est-à-dire qu'elle a encore tous ses tissus d'origine. Son petit évier bleuté turquoise avec sa petite gazinière. Voilà, ses meubles n'ont jamais été retouchés et elle a un intérieur qui est très chouette, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne dans les caravanes? Ce qui passionne dans les caravanes, c'est que c'est le fait de pouvoir se promener avec. C'est des vraies petites maisons. Celle-là en est un exemple typique, puisque cette caravane est entre la caravane et la roulotte. Elle est assez exceptionnelle. Tous les meubles, les armoires sont arrondis. Enfin, bon, voilà, toutes les vitres sont système SNCF, c'est-à-dire qu'avec une manivelle, donc on descend toutes les vitres. Donc c'est un travail énorme d'avoir fabriqué des choses comme ça. Voilà. C'est vraiment des petites maisons. C'est une caravane où on peut y vivre tranquillement. Par exemple, bon, moi, ça m'arrive de coucher dans mes caravanes, même chez moi. Et la visite se poursuit avec ce bijou des 60s d'une fameuse marque américaine. Cette caravane, comme beaucoup de caravanes Airstream, ont commencé à être fabriquées après-guerre avec les reliquats d'aluminium. Donc c'était la plupart du temps des plaques qui servaient à fabriquer les avions. Voilà. Elle a une ligne très féminine, bien sûr. L'Airstream a une ligne très très féminine. Je veux dire, de n'importe où qu'on la regarde, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment des véhicules. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pointe anguleuse, il n'y a pas de. Tout est dans les formes, quoi. Si Philippe aime autant ses caravanes, c'est parce que ses grands-parents étaient forains. L'héritage familial l'a naturellement poussé à restaurer lui-même ces objets précieux du passé. Cette caravane date de 1958, l'année de sa naissance. Elle n'a rien du mobil-home tout confort, mais c'est pour elle qu'il a un petit faible. Alors, j'aime bien cette caravane pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que c'est une caravane, c'est pas une caravane de série, c'est une caravane artisanale qui a été fabriquée intégralement. Par exemple, bon, le support de torchon, par exemple, voilà. Donc c'est une porte qui se dédouble avec des aérations comme ça où on peut accrocher les torchons, tout ce qu'on ne sait jamais quoi faire dans une caravane. Voilà.
C'est une caravane qui a été conçue, donc qui a été dessinée avec une esthétique assez sympa parce qu'elle a été copiée sur les grandes marques comme par exemple Notin avec ses petits lanterneaux, hein, qui s'ouvrent et se ferment. Voilà. Ce qui est très agréable par exemple pour la nuit de ne pas être enfermé dans une boîte d'allumettes par exemple. Ça vous plaît, ça vous amuse? On dirait une maison de poupée. On dirait effectivement une maison de poupée. Donc c'est vrai que cette caravane est très agréable à vivre et ça nous permet aussi d'attirer la sympathie des gens sur la route des vacances. C'est d'ailleurs sur la route des vacances que Philippe a un rendez-vous incontournable avec des fans des années 50 et 60. À mi-distance de Paris et de Menton, la Nationale 7 traverse Lyon. Du temps des Romains, l'ancienne capitale des Gaules était le point de départ de toutes les voies romaines. L'une d'elles, la future Nationale 7, avait été aménagée pour favoriser le commerce entre Lutèce et Rome. Et c'est ici, au bord du Rhône, que se tient chaque année, en juin, le plus grand marché vintage d'Europe. Chaque année, 150 000 adeptes d'objets anciens se donnent rendez-vous pendant 2 jours pour une immersion au parfum d'hier. Nous y retrouvons Philippe, toujours à la recherche de l'objet rare pour ses caravanes. Elle est belle celle-là. C'est juste dans les couleurs de mon petit combi. De son côté, Marie, la compagne de Philippe, en profite pour perfectionner son look glamour, celui des années 60. Vous êtes jeune vous-même, donc vous aimez recréer les maquillages de cette époque. J'adore, j'ai grandi dans cet univers, j'adore. Le maquillage s'inspire des icônes de l'époque Marilyn Monroe et Brigitte Bardot. Après le maquillage, Marie espère trouver ici la robe de son été. La mode du début des années 60 annonce la libération de la femme. À cette époque, les créateurs osent les couleurs vives, raccourcissent les robes et dévoilent les jambes. Je suis à la recherche d'une petite robe facile à porter en camping. Oui. Voilà, j'aime les couleurs orangées, voilà, un peu vives, vertes. D'accord. Une petite robe des années 60. Oui, il y a celle-ci. Ah oui, trop bien. Ah mais c'est ça qu'il faut. Ah oui, c'est super. Ah, c'est tout à fait ce que je recherche. Vous avez une glace, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ou sinon, vous pouvez vous regarder en pied. Créatrice du marché vintage et spécialiste de la mode, Nadine Gélas est séduite par l'audace qui s'exprime dans la mode de ces années-là. La mode, c'est souvent l'image d'une société, hein, on le dit souvent. Et donc là, cette explosion en termes de créativité, en termes économiques aussi, cette recherche d'inventivité, enfin, de sortir d'années qui avaient été quand même sombres. On avait envie de jouir de la vie à pleines dents. Ah ouais. Donc vous voyez, là, le Vichy carreau rose, c'est vraiment emblématique de Bardot, les années 60, avec l'idée de vacances, de Saint-Tropez. C'était tout à fait ces années-là, hein, où on avait cette conception à la fois de jeunesse, de libération de la femme qui pouvait se permettre ce genre de vêtements très jeunes. Avec un côté un petit peu coquin quand même, hein. Il y a un petit peu coquin, il y a le petit jupon en tulle, voilà, le chemisier, on sent bien que c'est le petit col Claudine, mais on sent bien que derrière, il y a de la sensualité, voilà. Mais ça, c'est ces années-là, pour moi, années Bardot, complètement. Mais Philippe et Marie-France ne viennent pas seulement faire leur marché. Ils font aussi leur déballage devant leur caravane. Un stand où ils vendent des objets
Et parfois, le client s'y perd un peu. Ah non, elles ne sont pas à vendre, madame. On boit dedans. Vous les vendez pas? Non. Tout n'est pas à vendre. Ce qui intéresse le couple n'est pas tant de vendre que de remonter le temps. Avec Philippe, je retrouve cette joie de chiner des objets que j'ai connus dans mon enfance. C'est pas votre boulot à tous les deux? Pas du tout, non. C'est un passe-temps, finalement, voilà. Les objets des années 60 représentent une partie de ma jeunesse. Tout ce qui était en plastique, tout ce qu'on utilisait pour le camping, les matelas pneumatiques, on partait, nous, avec les toiles de tente, on était petits, mais déjà, on était sous la tente, les parents étaient dans la caravane. Donc tous ces objets-là me rappellent un petit peu cette époque-là. Voilà, beaucoup de nostalgie. Et si ce soir, vous sortez pour flirter, avec l'espoir de pouvoir vous placer. Philippe, en véritable missionnaire du camping à l'ancienne, est aussi là pour faire de nouveaux adeptes. Curieux, wesh-leur. Un peu des deux? Un peu des deux. Allez, on y va alors. Il aime faire visiter sa caravane fétiche, un autre joyau des années 60. Il manque juste la Stratocaster avec un ampli. Fabriquée par Notin, célèbre marque de l'époque, cette caravane est celle de son enfance. Elle appartenait au père de Philippe. On avait 2 lits superposés où avec mon frère on couchait chacun un étage, quoi. On se battait tous pour être en haut, bien sûr, c'était plus marrant. C'était... Non, mais c'est vrai que c'est très joli, quoi. C'était vraiment le haut de gamme de la caravane, donc à cette époque-là. C'est ce qu'on appelait un petit peu la Rolls-Royce des caravanes. C'est tous des matériaux nobles et des matériaux qui sont étudiés pour servir. On a du vernis marin sur les meubles, mais après, par exemple, on a du formica sur toutes les surfaces où on peut poser les tasses et tout, on peut poser les casseroles, on peut poser tout ça. Hein. Tous les placards fonctionnent sécurité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser ouverts, hein, on est obligé de les refermer parce qu'en roulant, voilà les intérieurs, penderies. Et on avait un petit frigo. Et il y a du carrelage dans les toilettes. Ah ouais. Alors ça, c'est... Non, ça vous séduit de voyager comme ça? C'est sûr que c'est différent. Ça va être l'époque des festivals, là, alors je me dis... Tu y songes? Un petit festival en caravane. Dans ces caravanes, il y a vraiment le souci du détail, donc je pense qu'on peut vraiment se plonger dans un univers qui est plus le nôtre et qui n'a jamais été le nôtre d'ailleurs, mais qu'on peut s'approprier. C'est vrai que c'est un univers vraiment en tant que tel, quoi. Et la vie en plein air. Et voilà, et la vie en plein air. Philippe est tellement fan de camping qu'il a créé une association, les Tontons Campeurs. Les Tontons Campeurs, ce sont des passionnés de camping à l'ancienne, comme la famille Étienne. Les voici à bord de leur 403 à Montélimar, la capitale du Nougat. Et pour eux, la route du soleil est toujours un sujet d'émerveillement. C'est une façon de rouler différemment, concevoir les vacances de façon un peu différente. Et puis également en profiter pour découvrir la France, enfin découvrir ou redécouvrir la France, passer par des routes que l'on a un peu oubliées. C'est l'esprit qu'on essaye de retrouver, de développer avec nos filles, leur apprendre aussi un petit peu la géographie de façon un peu ludique, ouais. De façon un peu simple en fait, en leur montrant ne serait-ce que les différences de paysages, de construction de maisons, repérant certains cours d'eau, certaines constructions un peu emblématiques que l'on a en France. La famille Étienne va encore parcourir près de 300 km de National 7 à travers la Provence. En chemin, la nationale va les faire passer par les grandes villes qui longent le Rhône. Au-delà d'Orange et d'Avignon, ils prennent la direction d'un petit camping du Var, à une 50aine de kilomètres de la mer. C'est là que les attend déjà Philippe Berry, notre amoureux du camping vintage, et Marie, qui a mis sa belle robe. Dès que tu es au bout là-bas, tu me diras. Avec eux, la bande des Tontons Campeurs, qu'ils retrouvent plusieurs fois par an pour des vacances originales.
Dans leur bagage, tout date des années 50 et 60. On fait la photo. Allez. La famille Étienne arrive enfin. Ils l'ont senti. Vous arrivez juste. Et à peine arrivé, comme d'habitude, chacun déballe ses trouvailles de campeurs. Avec toi, quand on n'arrive pas à l'apéritif, c'est qu'on se rate vraiment. Tiens. Car ce sont des collectionneurs qui font vivre leurs objets. Moi, je pense qu'elle irait bien dans ton con livre, enfin, je dis ça comme ça. Ouais. Tu l'as trouvé où, À Paris, Puce de Vanves. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Hop. Elle est belle. Ouais. C'est bon? Elle date de quand? Magnifique. Années 60, je pense. Ah oui, pareil, c'est ajouré pour pas que ça pèse. Parce que le reste est fait en rail de chemin de fer, donc il vaut mieux alléger le bois. Ah, ça, c'est du bel accessoire. Comme dit Pascal, elle me dit à chaque fois, quand tes copains trouvent quelque chose, il faut que toi tu trouves quelque chose de différent. Et c'est un peu un concours de gamins à se montrer les nouvelles acquisitions, ainsi de suite. En plus, on a une forte propension à oublier ce qu'on a vu la dernière fois, donc ça c'est assez génial. L'attelage idéal. Un souci du détail jusqu'à se replonger dans les journaux spécialisés de 1959. On voit, on compare même les prix. Il y a les petites annonces à la fin des caravanes d'occasion et tout, déjà à l'époque et tout. Mais bon, il faut s'y retrouver parce que c'est Tous vos loisirs dans votre caravane sur un terrain à vous, dans un site hors classe, 35 km, Paris-Est, bordé par grands morin. Oui, c'est se replonger dans ce qui faisait toute une époque, ce qui faisait rêver les gens. Les garçons, vous venez voir l'apéro. Ça marche, allez, on arrive. Allez, asseyez-vous. Pour eux, le camping à l'ancienne, c'est bien plus qu'une toquade à la mode. En France, ils sont d'ailleurs plusieurs milliers à pratiquer ce loisir d'une autre époque. Philippe, tu viens là? On roule décalé et on campe décalé. Voilà. On ne pratique pas ça une semaine ou 15 jours par an, quoi. Donc on pratique ça toute l'année. On roule comme ça, on vit comme ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est une philosophie, exactement. C'est une philosophie. À une centaine de kilomètres, au nord du Massif central, nous retrouvons Thierry Dubois, notre amoureux de la Nationale 7. Thierry va à la rencontre d'un autre passionné. Ils se sont donné rendez-vous dans un petit village traversé par la Nationale. Stéphane Nicolas fait l'inventaire pour Michelin des anciens panneaux routiers qui ont équipé les routes françaises pendant 40 ans. C'est toujours un plaisir d'en trouver comme ça qui soient toujours en place 80 ans après qu'elles aient été installées et qu'en plus, dans l'environnement. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu quelque chose de rarissime. Pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement solide comme matériau et très résistant aux intempéries. Mais au gré des ravalements de façade, agrandissement des routes, création de déviations, des routes qui ont pu être débaptisées, qui ont changé de nom, aujourd'hui, c'est vraiment rare de pouvoir en trouver encore en situation. Même commercialement, on préfère des panneaux à refaire tous les 10 ans, ça fait marcher le commerce parce que les plaques Michelin, elles bougent pas. Hein. À l'époque, Michelin garantissait 40 ans la production de ces plaques à ses clients et celles-ci, ça fait le double qu'elles sont en place. Quand arrivé dans le virage, à l'autre bout du village, Stéphane a découvert une autre plaque Michelin. C'est un des rares endroits en France où la Nationale n'a pas été déviée et où elle porte encore son nom. Elle est plus grande, c'est vrai que c'est la première que tu voyais en arrivant ici dans le virage. Le virage en plus est un petit peu serré, donc j'imagine qu'elle t'annonçait aussi qu'il fallait faire attention. Je voudrais essayer de faire une perspective où on la voit dans son environnement pour donner l'échelle de la plaque. Après le camion, là, tu peux y aller. Tu surveilles derrière moi, hein? Attention, c'est bon. Ces clichés viendront compléter l'album photo de Stéphane. Cette plaque, elle a toujours la même fonction que celle pour laquelle elle a été posée il y a 80 ans. Enfin, ce qui est important, c'est vraiment de les garder maintenant, celles qui restent. Et c'est important déjà d'en faire l'inventaire, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'il en reste, ne serait-ce que pour régulièrement s'assurer qu'elles soient bien toujours en place. De sensibiliser les maires au fait que ça fait partie d'un patrimoine historique maintenant. C'est quelque chose, effectivement, qui fait partie de l'environnement historique de la route. Et c'est justement pour découvrir la grande histoire des routes françaises que Stéphane invite Thierry à Clermont-Ferrand chez Michelin.
Au cœur de la ville, ces entrepôts recèlent la mémoire de l'entreprise, conservée ici depuis plus d'un siècle. Ces réserves secrètes sont interdites au public. Ah oui. Rentrer ici, c'est vrai que c'est un rêve de gosse. Hein. Corvette. DS. Bon, j'ose pas trop tout ouvrir parce que c'est quand même... Oui, on est dans le sein des saints ici. Hein. Thierry ne cache pas son émotion. Franchement, c'est des véhicules mythiques. Hein. Ça, c'est une voiture qui a couru la coupe Gordon Bennett autour du Puy-de-Dôme au début du XXe siècle. Et de la voir là, c'est surréaliste, quoi. Et ça, c'est... Ça, je crois que c'est la première voiture de sport qui a eu une victoire avec des pneus Michelin X. Mais ce matin, l'événement, c'est l'arrivée dans les ateliers d'une pièce convoitée par les collectionneurs. Une borne National 7. Volée ou détruite, il en reste à peine quelques dizaines sur le bord de la route. Ça, c'est le Graal. C'est plus précieux que de l'or. On va la faire glisser encore un petit peu. Le petit bijou pèse 120 kilos, mais on le manipule comme si c'était une porcelaine rare. C'est encore un témoin, voilà, je ne vais pas dire vivant, mais c'est tout comme. Hein. C'est un témoignage vraiment de la grande époque de la N7. Puis comme le dit Stéphane, une borne c'est bien, mais une borne N7, voilà, ça parle tout de suite aux gens, quoi. C'est toujours le mythe. Et là, puis on imagine les milliers quand même de véhicules qui sont passés à côté de cette borne en 40 ans. Qui l'ont pas percuté déjà. Ils l'ont pas percuté, on le souhaite. Moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est bien nettoyer la plaque pour redonner un petit peu d'éclat à la couleur. Voilà. Ici, mais je trouve que le reste, c'est sympa de la garder. Avec la mousse, les traces de mousse un peu. Voilà, qui a vécu. Elle est superbe. Hein. La borne, prêtée par un particulier, sera restaurée ici, exposée dans le musée Michelin pendant quelques semaines. Vous en avez beaucoup comme ça? On en a quelques-unes. C'est également ici que Stéphane Nicolas et ses équipes redonnent une deuxième jeunesse aux anciens panneaux de signalisation. On les nettoie, on les restaure et on les met en valeur. Ah oui, celle-là, elle est pas jeune. Hein. Alors, on est vraiment dans les premières signalisations. Elle présente la particularité d'être un authentique panneau d'avant-guerre. Avant 46, la publicité est autorisée sur la signalisation. Exactement. Alors, l'ordonnance de 46 interdit d'avoir un marquage particulier sur le devant de la borne. Donc, celle-ci est clairement datée d'avant-guerre puisqu'elle a ce petit cartouche. La plupart de ces panneaux a bien résisté à 2 guerres et un demi-siècle d'intempéries. Une longévité qui cache un secret de fabrication maison. André Michelin, à un moment, souhaitait pouvoir mettre en place une signalisation qui soit durable. Et ce qui se faisait comme signalisation dans les années 20, c'était de la tôle émaillée, c'était de la tôle peinte, c'était du bois peint. Donc, toutes les choses qui étaient très périssables. Et lui souhaitait mettre en place une signalisation qui, à l'inverse, soit durable. Et il se souvient avoir vu à Rion, donc à quelques kilomètres de Clermont, un monument qui avait été élevé après la Révolution de 1830, avec une plaque dessus en lave volcanique émaillée. Et il s'est dit, mais pour les panneaux de signalisation, il faut qu'on emploie la même méthode. Et cette méthode, qu'est-ce que c'était? Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. C'est exactement ça. C'est une plaque de pierre volcanique. Hein. On voit d'ailleurs la pierre de Volvic a un côté assez sombre, hein, assez gris. On le voit ici sur la tranche. Et ensuite, elle était recouverte de plusieurs couches d'émail de plusieurs couleurs. Et elle était cuite au four, ce qui en fait quelque chose qui vraiment offre une vraie résistance aux intempéries, contrairement à la tôle peinte, émaillée, au bois peint. On a vraiment quelque chose là qui est solide. À la fin du 19e siècle, André et Édouard Michelin donnent le coup d'envoi d'une grande aventure industrielle. L'automobile est promise à un bel avenir et ils inventent les premiers pneus démontables et réparables. Mais ils font mieux. Pour aider les automobilistes à se déplacer facilement,
ils conçoivent la signalisation, les guides touristiques et les cartes routières. Stéphane fait à présent découvrir à Thierry les réserves où sont stockées les toutes premières cartes et guides Michelin. On va prendre des gants blancs avant de manipuler quoi que ce soit, de façon à ne pas laisser de traces sur tout ce que l'on va, toucher. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On ne peut pas toucher les trésors. À la demande des frères Michelin eux-mêmes, chacun des premiers exemplaires des cartes a été sauvegardé. Voilà. Comme ces cartes d'Afrique, oubliées et très rares. Moi, je reste toujours admiratif. Voilà un produit qui est de 1948 et qui est dans un état de fraîcheur. Incroyable. La qualité du papier, les traces de pliure, la qualité des coloris, la qualité avec laquelle a été fait le relief. Et tout ça n'a pas bougé. Ouais, c'est superbe. Dans ce tiroir, Stéphane conserve les originaux qui ont servi à imprimer les premières cartes. On a ici tout le dossier qui a servi à faire cette carte, donc on le voit sur un papier, et la carte qui a été entièrement dessinée à la main, aussi bien le tracé des routes que le tracé des cours d'eau ou le nom des localités. Donc on voit ici le tracé de la Nationale 7. C'est extraordinaire de voir le travail de ces dessinateurs à l'époque, la patience et la précision qu'il fallait avoir. Moi je suis dessinateur et là on a un travail mais d'une méticulosité extraordinaire. Puis c'est émouvant de dire, ce sont des gens qui dessinaient en plus des endroits qu'ils ne connaissaient pas, le plus souvent, mais c'est incroyable à voir. Pour le confort sur la route, Michelin a conçu bien plus que les cartes routières. J'en ouvre un. Vas-y. Thierry découvre la collection complète du fameux guide rouge Michelin, devenu l'une des bibles de la gastronomie. Et puis des indications, des démonstrations. Le guide rouge a fait la renommée de grands chefs cuisiniers, les étoilés de la Nationale 7. Bocuse à Lyon, Trois Gros à Roanne ou Ducasse à Monte-Carlo. Et le guide rouge a même permis d'écrire une page étonnante de l'histoire de France. Ce guide 1939 a été réédité en 1944 par le département de la guerre américain et a fourni la réédition du guide 1939 à tous les soldats américains qui ont débarqué en France en 1944 parce qu'on avait estimé à l'époque que c'était ce guide qui fournissait un maximum de renseignements pour quelqu'un pour lui permettre de se repérer sur un territoire qu'il ne connaissait pas. Ça fait partie des trucs incroyables, quoi. Toute l'armée américaine a débarqué avec un guide Michelin en 1944. Mais le meilleur est pour la fin. Derrière cette porte, Stéphane conserve un trésor du patrimoine de la route. Le tout premier guide rouge, dont il ne reste qu'une dizaine d'exemplaires dans le monde. Donc, notre authentique guide 1900, il est ici. Donc, en termes d'information, c'est strictement le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, on le reconnaît avec une couverture qui est légèrement plus souple et un dos aussi qui est cousu au lieu d'être collé comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, tu as différents petits cahiers. Je l'ai touché. Ah oui. J'ai touché un guide Michelin 1900. Authentique, un vrai, oui, là, et qui est aussi dans un état de fraîcheur. C'est pour ça incroyable. qu'on le conserve précieusement à l'abri de la lumière, parce qu'il a vraiment gardé sa couleur rouge éclatante qu'il avait lorsqu'il a été donné à un moment lors de l'exposition universelle à Paris en 1900, très certainement. Direction le Vaucluse, aux portes de la Provence. C'est à quelques kilomètres d'Avignon que nous partons à la rencontre de Stéphane Mallet. Passionné de vieilles publicités murales, il fait des centaines de kilomètres par an, l'œil aux aguets, à la recherche d'une nouvelle découverte. Ces routes, il me faut les faire plusieurs fois, parce que des fois, la végétation peut en cacher une, ou parfois, il me faut faire la route dans les deux sens, parce que même si je jette toujours un coup d'œil dans les rétroviseurs, c'est pas suffisant. Mais bon, c'est aussi le charme de la recherche. Hein. J'hésite surtout pas à rentrer dans un petit village qu'on peut penser oublier. Et là, parfois, c'est bingo, voilà, c'est l'émerveillement. Voilà.
Toutes ces vieilles pubs ont été photographiées par Stéphane sur la National 7. Il en a recensé 1200 avec l'aide des membres de son association. Pour compléter sa collection, Stéphane s'est arrêté pour prendre en photo cette publicité sauvée miraculeusement. Ce cabanon, une histoire tout à fait exceptionnelle puisqu'il devait être démoli. Hein, il était situé un petit peu plus bas sur la route nationale 5 et il devait être démoli pour raménagement d'un carrefour. Donc des Anglais installés dans la région l'ont fait démonter et remonter à leurs frais dans leur propriété. Et c'est vrai que c'est une histoire géniale et complètement folle parce qu'au départ, on n'était pas sûr que l'entreprise réussisse. Je suis émerveillé, là, vous voyez, regardez ces couleurs, ces traces-là. C'est magnifique, ça. C'était fait avec des badigeons de chaux. Aujourd'hui, je ne sais même plus si on serait capable de faire ce genre de choses. Regardez ces bleus profonds, là, en plus avec la lumière qu'on a aujourd'hui. Peinte à même la pierre, hein, un peu comme les fresques qu'on trouvait des vestiges romains. C'est vraiment magnifique. Ce matin, Stéphane a rendez-vous à Bédouin, un petit village provençal au pied du mont Ventoux. Allez, on va voir la pub, Claude. Hein? Oh, c'est pas très loin. Elle est là. Alors, elle était belle, hein? Cette ancienne publicité murale date des années 30. Alors, vous voulez vraiment la restaurer? Notre passionné a été appelé par Claude Gravier, le propriétaire de la maison, pour l'expertiser. Pour Stéphane, c'est une œuvre d'art. Oh, c'est un bonheur de se trouver là. On voit les coups de pinceau, les coups de brosse, là, c'est superbe. Regardez ça. Même des coulures. Ah, si je pouvais prélever un peu de bleu, là. La réclame a été peinte en premier en bleu, hein, puis ensuite on est venu peindre le blanc et les ombres. Hein, on voit bien là, c'est superbe, là, regardez. Voilà. Vous y voyez vraiment le travail d'un... Ah, je le sens, là, voilà. Je l'imagine et je m'imagine, là, avec... hein, parce qu'à l'époque, tout était fait à la brosse. Hein. On travaillait, on n'avait pas de rouleau à l'époque. On avait des brosses, voilà. Et on voit bien le coup, là, c'est superbe, là, voilà. On sent le mouvement, là. Voilà, le geste précis de l'artiste, on peut dire. Hein. Voilà, là, c'est pareil, là, vous voyez. Tac. Ces publicités, peintes à la main, disparaissent peu à peu. La vocation de Stéphane, c'est d'en faire l'expertise pour les restaurer. J'aurais jamais cru qu'un jour on puisse refaire ça. Voilà. Elle est relativement bien conservée. Hein. C'est bien. Beaucoup de publicités étaient peintes en bleu parce que, en fait, je pense que c'est parce que la couleur offrait le plus de résistance aux ultraviolets. Hein. Voilà. Et la preuve, ça... Parce que, vous voyez le rouge? Le rouge, on ne le voit quasiment plus, même en haut, ni dans le logo. On fera une recherche de teinte. On viendra faire un relevé, ce qu'on appelle un poncif. C'est-à-dire qu'on va prendre un calque pour prendre l'empreinte des lettres. Ouais. Et ensuite, on s'en servira pour le tracer. Vous me dites que vous l'avez toujours vu? C'est 90 ans au moins. Peut-être pas 90 ans, mais 70 ans, oui. Hein, puisque le slogan du beau, du bon, du bonnet, il a été inventé dans les années 30-35, hein, par un graphiste qui s'appelait Cassandre. Ouais. Voilà. Et Stéphane attire même l'attention du propriétaire sur un détail que Claude n'avait jamais remarqué. Alors, est-ce que vous avez vu qu'elle est signée, cette publicité? Vous voyez, Reboulet-Guilbert, Avignon. Hein, ils faisaient peindre les publicités par des artisans. Eux, ils étaient uniquement... Pour rechercher les... Eux, ils recherchaient uniquement l'emplacement. Ouais. Mais on la remettra en état, hein, comme à l'origine. Comme à l'origine, ouais. Voilà. Pour moi, ce sont des œuvres d'art qu'il faut conserver, qu'il faut préserver, qu'il faut restaurer. Et les restaurer, c'est un peu les classer, hein, c'est dans notre mémoire surtout, voilà. Hein. Et on va lui redonner son éclat d'antan, comme ça, elle est repartie pour au moins 70 ans, hein, Claude? Eh bien, moi, c'est parfait. Je l'imagine déjà restaurée. Mais Stéphane ne fait pas que recenser les anciennes publicités murales, il les reproduit aussi quand il en a l'occasion. Nous sommes à Tain-l'Hermitage, dans la vallée du Rhône, à quelques kilomètres au nord de Valence. C'est un lieu de passage très fréquenté depuis l'époque romaine, célèbre pour son fameux vignoble.
Autun-l'Hermitage est une étape incontournable sur la Nationale 7 qui passe depuis toujours au cœur de la ville. C'est là que Stéphane reproduit bénévolement une ancienne réclame pour une marque de garage. Il est secondé par Claude Combe, qui exerçait le métier dans les années 60. Là, on y est sur un pignon de maison. Alors, bon, le peintre qui faisait sur les pointes de maison, on les appelait pignonistes, mais ça vient entre nous. C'était sur le dictionnaire, vous ne le voyez pas. Hein. C'est entre collègues qu'on s'appelait pignonistes. On n'était pas nombreux en France. Hein. Pignoniste junior, Stéphane doit s'appliquer. La publicité peinte sur ce mur se trouve sur un endroit stratégique. Elle sera regardée par des milliers d'automobilistes, tout comme à l'époque. Quand la Nationale 7 a été créée, ça a été, la Nationale 7 est devenue la terre de prédilection des publicités. Hein. On a même, à une époque, il y avait même une pénurie de murs et on a construit des murs uniquement pour recevoir des publicités. Il y en a un qui se trouve encore, on peut voir sur la Nationale 7 à la hauteur de Lambesc, qui est toujours, bon, il est défraîchi, il est décati, mais il faisait plusieurs centaines de mètres carrés et il recevait uniquement des publicités. Une publicité, c'est toujours un plaisir. Il y en a tellement qui disparaissent et malheureusement elles sont vouées à disparaître. Donc aujourd'hui, quand on a le bonheur comme ici de pouvoir en restaurer une, c'est du bonheur. Voilà, c'est parfait, Claude. Nous laissons Stéphane et Claude et reprenons la route pour une nouvelle étape un peu plus au sud. Avec Thierry Dubois, direction Tourves, dans le Var, où se prépare un événement exceptionnel qui va rassembler des centaines de passionnés comme lui. Bonjour monsieur, Thierry Dubois, il va vous falloir trouver une petite place parce que là ça commence à être bien plein. Thierry a décidé d'organiser un grand embouteillage à Tourves, car dans les années 50, le village était célèbre pour ses bouchons. Là c'est sympa quand les gens jouent le jeu comme ça. Bonjour monsieur, vous vous garez avec les autres? Près de 200 propriétaires de voitures anciennes, réjouis par cette reconstitution, ont répondu à son invitation. Bon, mesdames et messieurs, voilà ce que je vous engage à faire, donc c'est de partir. Je vais partir le premier. Vous commencez à vous engager derrière moi. Vous avez le temps, on a 2 heures, le village est à nous. Il est exactement dans la même configuration que dans les années 60. Vous affolez pas, tout le monde aura son embouteillage. Et s'il y a le moins de soucis ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'appeler. En route. Et c'est parti pour 2 heures d'embouteillage, le sourire aux lèvres. Pour que la fête soit une réussite, Thierry a dû se battre afin qu'il n'y ait pas de voiture moderne dans le décor. Il a même demandé aux habitants de Tourves de ressortir leurs vieilles autos. Pardon, c'est la clim automatique. Et les consignes de Thierry sont les mêmes pour tous nos adeptes de la Nationale 7. Mais qu'est-ce qu'il a? Il avance pas, là. Ils doivent rejouer la galère de milliers de vacanciers qui descendaient vers la mer. On nous a dit de ne pas passer par là, mais tant pis, hein. Maintenant, on est coincé dedans, on y reste. C'est ici que se concentrait vraiment le gros des problèmes, hein, on le voit. C'est avec ce tournant,
et la largeur de la route qui n'excède pas 4 mètres. Et puis, on le voit, comme à l'époque, il y a le garde champêtre qui fait ce qu'il peut pour régler la circulation. Et aujourd'hui, pour les habitants, ce cauchemar devient un vrai spectacle. Monsieur Castellan, ça va? Très bien, très bien. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah oui, c'était vraiment ça. Les camions se coinçaient ici, dans cette courbe, et quand ils se coinçaient réellement, il y avait un bouchon et on ne pouvait plus dégager pendant des heures et des heures. C'était vraiment... on reproduit exactement ce que j'ai vécu il y a dans les années 60. Vive la Nationale 7, mais on la prend tout le temps quand on remonte sur Paris, on prend la Nationale 7, parce qu'elle est superbe. Quand on descendait en vacances, c'était ça. Il y en a encore un qu'on n'a pas vu. Nous, on avait le bar là-bas. Et chaque fois, ça s'arrêtait devant chez nous. Et on voyait des artistes, hein, passer tous par là. Moi, j'en peux plus. Remontez en voiture. Je vais avoir un malaise. Bougez ton saucisson, là. Non, il n'y a pas de monsieur, s'il vous plaît. On se rend compte pour une fois qu'on a la place de se parler. Allez, avancez, monsieur. C'est magnifique, c'est le souvenir. Mes parents se souviennent encore du bouchon de Tours en 4 chevaux. Ils descendaient par ici. Voilà. Depuis 1968, la Nationale 7 a été déviée du village et Tours n'est plus le point noir sur la route des vacances. C'est donc en toute décontraction que tous s'amusent à revivre les pannes d'auto à quelques kilomètres des plages. Le bar, c'est le redémarre, là. C'est bon? Ouais, ça redémarre. Allez, bonne route. Merci. Par amour pour la Nationale 7, Thierry ne ménage pas son énergie pour entraîner d'autres passionnés dans son sillage, et ça marche. Pourquoi je le fais, je sais pas. Franchement, c'est du plaisir, ça s'explique pas. C'est de retrouver cette ambiance, c'est vraiment magique, quoi. C'est de recréer du passé. On a vraiment il va y avoir de la nostalgie, du retour en enfance, mais c'est vraiment ça. Puis bon, tout le monde est content, quoi. C'est ça qui est vraiment sympa. Thierry est satisfait. Le bouchon de Tourves est une réussite. Et il a déjà prévu d'en organiser un autre, l'an prochain, à La Palisse, dans l'Allier. Entre Fréjus et Mandelieu, la route borde le massif de l'Estérel. Dans les années 50, c'est par là que passaient les stars qui ont fait d'un petit port de pêche l'un des endroits les plus courus du monde, Saint-Tropez. En 1954, c'est par la Nationale 7 que Françoise Sagan descend dans ce village devenu mythique. Une route qu'elle avale pied au plancher au volant de sa Jaguar. Simone Duckstein est propriétaire d'un hôtel célèbre à Saint-Tropez. Elle a côtoyé Sagan et les artistes qui furent très tôt attirés par la magie de ce lieu et de cette petite plage au cœur du village. Ce quartier est connu parce qu'il a été aimé par le tout Saint-Germain-des-Prés qui a fait de ce lieu sa seconde maison. Il y avait donc Boris Vian, Juliette Gréco, Paul Éluard, Picasso, Jean-Paul Sartre, suivi de près en 53-54 par Françoise Sagan qui a tellement aimé cet endroit qu'elle en a fait sa maison pour plus de 20 ans. Cette maison, c'est l'hôtel de la Ponche. Un petit bar de pêcheurs, devenu dans les années 50 un établissement à la mode. Aujourd'hui, Simone le dirige toujours et entretient la convivialité du lieu. Donc vous êtes gâtés aussi. Qu'est-ce que vous êtes gâtés tout le monde? Oui. Bon déjeuner. Merci. Simone, qui a grandi dans les couloirs de cet hôtel, a connu toutes les célébrités que ses parents hébergeaient ici. Elle nous emmène dans la chambre de Françoise Sagan, un lieu chargé d'émotions.
Quand j'arrive dans cette chambre, j'ai l'impression que Françoise Sagan m'attend et qu'elle est toujours là, avec des livres sur son lit. Et c'est d'ici qu'elle a écrit une partie de « Avec mon meilleur souvenir », qui est un chapitre sur Saint-Tropez, où elle commence par je suis assise sur la terrasse de l'hôtel de la Ponche à Saint-Tropez », et qui continue par j'ai ouvert les volets et j'ai vu le même bleu, le même rose, le même bonheur. Et Françoise a adoré se mettre ici, s'allonger sur le rebord de la fenêtre et regarder la mer, contempler le paysage, la silhouette de la citadelle qui se dessine un peu à contre-jour à cette heure-ci. C'était un quartier qu'elle adorait, où elle est venue se ressourcer et où elle se sentait en paix avec elle-même. À cette époque, le petit bar de la Ponche devient un haut lieu de la fête. Les célébrités y viennent pour l'insouciance et la jovialité de l'endroit. Simone a gardé toutes les photos qui témoignent de cette période. Alors, quand Boris Vian est arrivé ici à la Ponche, il n'a eu qu'une envie, c'est de convaincre mes parents de recréer une boîte de nuit telle qu'ils les connaissaient à Saint-Germain-des-Prés. Et dans le coin de la boîte, il y avait une petite estrade sur laquelle étaient tous les musiciens. Et Boris Vian prenait la trompette, oui, souvent, quand il était là. Au début, tous les soirs, parce qu'il s'amusait beaucoup. L'ambiance ici, du coup, c'était de faire la fête, d'écouter du jazz, d'écouter Dombias avec son saxo qui ravissait les cœurs. Et là, j'ai une photo de Bardot en train d'écouter toute langoureuse le saxo de Dombias. C'était une façon pour eux de trouver la mer, l'amour, le soleil, la liberté, quitter Paris et redécouvrir un village avec ses marins, ses pêcheurs, ses remailleuses qui tricotaient sous l'acacia. Une vraie vie de village intacte. Un vrai village, avec sa vie toute simple. Nous reprenons notre périple le long de la Riviera, où la Nationale 7 traverse les villes emblématiques de la Côte d'Azur. De Saint-Raphaël à Menton, elle épouse la côte où se nichent les plus belles villas de la Méditerranée. À quelques kilomètres de Nice, la route nous conduit jusqu'à la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un balcon sur la mer qui a séduit un autre grand artiste. En 1950, Jean Cocteau, peintre et cinéaste, est invité dans la villa Sospir et la transforme en œuvre d'art. Cette maison appartient toujours à la fille de la propriétaire, qui n'a rien oublié. Il est arrivé ici pour passer une petite semaine de vacances et au bout de quelques jours, il a dit que ces murs blancs le desséchaient et qu'il avait demandé à ma mère s'il pouvait prendre un fusain et faire juste un dessin au-dessus de la cheminée. Je vous présente Apollon. Et de fil en aiguille, il a tatoué tous les murs de la maison. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il n'a jamais bougé un meuble vraiment. Il a tenu compte du mobilier partout. En fait, ces dessins épousaient le mobilier. Toujours, ils épousent le mobilier et les humeurs aussi des gens qui y habitaient. Sa mère, Francine Weisweller, et Jean Cocteau se rencontrent en 1953. Francine devient sa muse et la Villa Sospir, le terrain d'expérimentation du maître. Les fresques s'inspirent de la mythologie grecque. Un décor qui demande à Cocteau plusieurs mois de travail. Et là, c'était assez extraordinaire parce que Cocteau était à cheval sur un escabeau et ma mère
était accroché à l'escabeau pour pas qu'il tombe. Il est malheureusement tombé 2 ou 3 fois. Pierre-Antoine. Comment allez-vous? Ce matin, la propriétaire reçoit pour un état des lieux Pierre-Antoine Gattier, l'architecte en charge de cette maison classée monument historique. Voilà, nous sommes dans le patio que Cocteau a décoré d'une mosaïque, de 2 mosaïques, quelques années après les fresques des murs. Et elle est toujours aussi bien conservée. Écoutez, oui, alors là, par exemple, je l'ai vu faire, mettre vraiment pierre par pierre. Alors, je vous accueille dans la maison. Mais ce que Carole veut lui montrer, ce sont des fresques abîmées au sous-sol de la maison. Alors là, vous voyez, je vous présente le Saint-Soupir, monté sur le centaure. C'est très beau, c'est le mouvement, la courbe de la coiffe. Là, il y a eu des restaurations parce que nous avons une terrible humidité qui remonte du sol, puisque cette maison a été malheureusement construite à même le sol. Je pense que ça sera un travail très fin, en fait, de refixage de la couche picturale. L'idée, c'est de conserver l'authenticité et le geste de Cocteau. Ce décor nécessite le même soin qu'une fresque du XIIe siècle ou un décor de la Renaissance. La Villa Sospir est ouverte toute l'année au public, qui peut la découvrir dans l'état où le peintre l'a laissée. Retour sur la Nationale 7, pour les derniers kilomètres avant la frontière. Nous retrouvons Thierry Dubois sur la Grande Corniche, un des plus célèbres passages de la route. Alors cette route, elle est relativement récente puisque jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait rien. Et c'est Bonaparte qui, en partant pour les campagnes d'Italie, sera obligé d'utiliser l'ancienne voie romaine, qui est devenue un simple chemin muletier, et qui, une fois au pouvoir, décidera la construction de cette route de Nice à Menton, 32 km, qui deviendra la Grande Corniche. C'est une route qui est superbe, qui monte à plus de 500 mètres d'altitude, et on a des points de vue extraordinaires sur la Méditerranée. C'est une des plus belles routes de France, hein, et c'est pour ça que la Nationale 7 se termine comme ça en apothéose jusqu'à Menton, quoi. C'est à Menton qu'arrive la Grande Corniche, à la frontière franco-italienne. La ville est un joyau de la Côte d'Azur, marqué par l'Italie baroque du XVIIe siècle. C'est aussi le terminus de la Nationale 7. Et c'est avec Thierry Dubois que nous allons passer le poste frontière désaffecté du pont Saint-Louis. C'est toujours très émouvant d'arriver à Menton parce que c'est la fin officielle de la Nationale 7. C'est la fin du voyage. Le poste frontière de Pont-Saint-Louis, construit en 1950, n'est plus le lieu de passage officiel de la France vers l'Italie depuis l'ouverture des frontières européennes. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle aux frontières. Et donc, on passe, il n'y a plus de douaniers. Mais bon, il faut dire qu'ici, il y a tout le monde qui stressait un peu quand on passait la frontière. La frontière qui se situe pile à une centaine de mètres d'ici. C'est le triangle que vous voyez là qui matérialise exactement la frontière. Là. Ce triangle, il est visible de la mer. Et il permet même aux pêcheurs de se rendre compte où se situe exactement la frontière. Il y a un élément particulier, c'est cette petite plaque-là, juste sur la frontière, qui marque N7 76 629. Alors là, on est vraiment au bout de la route. La Nationale 7, elle fait à peu près 996 km, dont 76 km dans les Alpes-Maritimes. Là, on est vraiment tout au bout. C'est justement parce que la Nationale 7 est mythique qu'il est important d'en garder les traces. Toujours, je me battrai pour qu'on n'oublie pas et surtout pour qu'on travaille à la mettre en valeur et à la faire découvrir à d'autres.